L'Arbrel, petite ville chargée d'histoire, qui est située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, a toujours bénéficié d'une attraction particulière. Elle le doit probablement à son emplacement privilégié. Confluent de rivières, isolant et protégeant une presqu'île dominée par un rocher propice au refuge et à la défense, carrefour de deux vallées, inévitable voie de pénétration vers les monts du Lyonnais et du Beaujolais, longtemps passage obligé entre Paris et Lyon. Tous ces facteurs ont favorisé au cours des âges l'installation d'une population cosmopolite. Au cours de son histoire, l'Arbrel a vu naître, grandir ou mourir des personnages illustres. Nous avons choisi de vous en présenter 6 d'entre eux qui ont tous marqué, par leur empreinte, la vie politique, artistique ou économique de la France d'autrefois. Des 6 personnages proposés dans ce film, c'est bien Agnès Capri qui, de son temps, a le plus défrayé la chronique. Dans le tout Paris des années 30, il fallait absolument avoir la compagnie d'Agnès Capri pour être dans le vent. Issue d'une famille juive qui fuit la révolution russe, Sophie Rose Friedman, alias Agnès Capri, est née en 1907 à l'Arbrel, dans le Rhône. Un an avant sa mort, en 1975, Jacques Chancel lui consacre son émission Radioscopie. Radioscopie. Agnès Capri. Jacques Chancel. Agnès Capri, vous avez marqué le monde du spectacle de l'après-guerre en inventant un style qui fait un peu, aujourd'hui, l'écriture du café-théâtre. C'est à Agnès Capri que l'on doit le concept de cabaret café-théâtre. Et une plaque commémorative apposée aux abords du parc de la mairie de l'Arbrel lui est dédiée. Vous êtes de parents russes? Oui, polonais et russe. Mon père était polonais vivant en Russie. Ma mère russe. Vous êtes né en France? Moi, je suis née à l'Arbrel, près de Lyon. Agnès Capri est née rue de la Brévenne, près de la gare, où elle y a passé sa plus tendre enfance, dans ce quartier où se trouve cette maison très caractéristique qui existe toujours, située à côté de la passerelle qui mène à la gare de l'Arbrel. Son père a été le directeur de la manufacture de chapeaux, qui était située à l'emplacement actuel de la menuiserie Gentil vers la gare. Mais vous avez l'impression d'avoir inventé véritablement un style? Oui, j'ai vraiment inventé ce style parce qu'on l'a fait. On a d'abord bâti l'endroit avec une petite scène, des rideaux rouges, une petite salle, et c'est né de cet endroit. Ça n'aurait pas pu aller dans un théâtre plus grand. C'était pas possible, c'est un style qui est né comme ça, presque spontanément. Il fallait un climat. Oui. Adolescente, Agnès Capri prend d'abord des cours d'art dramatique chez Dulin et Louis Jouvet et s'initie au chant dès l'âge de 16 ans à la célèbre Schola Cantorum. Et tout de suite, vous êtes entré dans le monde du spectacle? Mes goûts se sont développés, enfin j'ai centré la musique, la peinture, la danse, enfin j'aimais tout. Vous avez voulu tout faire, il y a un peu de boulimie dans cette vie. C'est vrai, vous avez raison, j'étais boulimique. Peintre, chanteuse, écrivain, comédienne, toute sa vie, ses choix éclectiques l'emporteront vers de trop nombreux univers et arcanes artistiques pour y être reconnus. Vous le regrettez aujourd'hui d'avoir voulu tout faire? Si on peut parler regretter, c'est que j'ai voulu étudier la technique de chaque chose et j'ai perdu un temps énorme. Peut-être avez-vous gagné du temps, parce que lorsque vous dites j'ai étudié la technique, cela veut dire que vous avez étudié la musique pour la comprendre, la peinture même pour la comprendre, et même la danse. La danse aussi, mais tout de même, enfin la danse, j'ai vraiment travaillé beaucoup. Et puis la musique aussi, enfin j'ai commencé la guitare très tard par exemple. Le piano c'était à l'âge de 10 ans, mais la guitare c'était plus tard. Enfin j'ai eu la chance d'avoir Ida Presti comme professeur à la Schola Cantorum. C'était un bonheur.
En 1935, elle entame une carrière de chanteuse et en février 1936, elle se produit au Bœuf-sur-le-Toit où elle interprète des compositions de Jacques Prévert. Sous l'impulsion de Jean Cocteau, fin 1938, elle ouvre son propre cabaret au 5 rue Molière, le petit théâtre de nuit, qui devient très vite, pour les fidèles, chez Agnès Capri. Le succès est immédiat, le tout Paris se précipite pour écouter cette jeune femme dont la voix et le répertoire sont très vite reconnus. Le cabaret est aussitôt fréquenté par de nombreuses personnalités artistiques du tout Paris, c'est le lieu où il faut être. On y croise Jacques Prévert, Michel Vauquer, Joseph Cosma, Éric Satie, et Germaine Montero y fera ses débuts. Durant l'occupation, ses origines juives l'obligent à quitter la France. En 1944, elle revient à Paris et réinstalle son cabaret, le théâtre Agnès Capri, où elle fera découvrir entre autres Catherine Sauvage, Cora Vauquer, Mouloudji, Serge Reggiani et les frères Jacques qui y remportent leur premier succès. Mais il y a également l'Agnès Capri chanteuse, diseuse. Alors comment la retrouve-t-on dans tout cet univers? Parce que vous êtes allé de tous les côtés. La poésie aura dominé. Non, la musique. La musique, la poésie, la peinture, 3. Oui, mais la musique, vous l'aurez moins bien servi que la poésie, peut-être. Oh, mais je l'ai écouté. Je l'ai écouté, si, je l'ai bien servi tout de même. Dans mon cabaret, j'avais toujours des solistes qui jouaient de la belle musique, enfin de la musique de Milhaud, d'Honegger, de Satie, Il y avait beaucoup de parties de mes spectacles. D'ailleurs, il y a peu de poésie sans musique, et peu de musique sans poésie. Il y a la musique de la poésie. Vous vous rappelez ce que vous disait André Malraux en 1936 ? Agnès, vous tournez autour du pot, vous finirez par écrire. Oh, je ne sais pas s'il se rappelle d'avoir dit ça. Il a dit la même chose à Louise de Villemorin. Enfin, oui, parce que je raconte des choses, des histoires comme ça. Alors on pense que ça pourrait être écrit, mais dans le fond, c'est plus agréable de les raconter. Merci Agnès Capri. Merci Chancel. Dans ce parc du souvenir français se trouve la stèle d'un autre artiste célèbre, contemporain de la Belle Époque. Il s'agit de Claude Terrasse, né à l'Arbrel, au 9 de la rue de Bordeaux, aujourd'hui rue Gabriel-Péri. Si on lève la tête au-dessus de l'entrée du numéro 9, on aperçoit cette plaque commémorative en l'honneur de Claude Terrasse. Philippe Cattet, musicologue, compositeur et maître de conférences à l'université de la Sorbonne, a fait sa thèse sur Claude Terrasse. Il connaît mieux que tous l'histoire et l'œuvre de ce compositeur d'opéra et d'opérette, l'un des plus célèbres de sa génération, qui est d'ailleurs considéré comme le successeur d'Offenbach. Reconnu par ses contemporains comme le maître de l'opérette, estimé de Debussy, Ravel et Satie, Claude Terrasse a dominé la scène française au début du XXe siècle. Oui, Claude Terrasse est né à l'Arbrel, d'une famille qui était établie dans le Rhône depuis un moment. Son père était né à Saint-Loup, sa mère à Villefranche-sur-Saône. Il passe toute son enfance à l'Arbrel. L'Arbrel qui est une ville en plein développement à ce moment-là, puisqu'on a à la fois le développement des soieries, qui est très important, et puis également la ligne de chemin de fer Paris-Lyon-Marseille, qui est en plein développement. En fait, il vit les travaux du développement de cette ligne. L'histoire de la famille de Claude Terrasse, c'est celle d'une ascension sociale. Entre son grand-père, qui était tisserand,
Son père, qui va commencer lui aussi comme domestique puis tisserand et qui va vraiment vivre une ascension sociale jusqu'à être rondier, contremaître et responsable du comptoir des soieries Mancardi à l'Arbrel. La vie est parfois faite de rencontres qui changent le cours des choses. Et pour Claude Terrasse, c'est un échange de son père avec son employeur qui va changer sa destinée. Lorsqu'il a décidé de devenir musicien, ça a été évidemment une catastrophe pour son père qui imaginait que son fils allait être canu comme lui et non pas saltimbanque. Il s'en est ouvert à son patron, M. Mancardi, qui dirigeait les soieries Mancardi, qui, en espérant trouver un soutien, si vous voulez, auprès de M. Mancardi, qui lui a dit « Ah mais pas du tout, vous n'allez pas contrarier la carrière de cet enfant. » Et au contraire, il viendra chez moi, et de chez moi à Lyon, il ira au conservatoire, ne touchez pas à cette carrière-là. Et donc, c'est en fait, le lien se fait avec l'Arbrel parce que le fils Mancardi venait lui-même à l'Arbrel pour profiter du grand air, comme on disait à l'époque. Et c'est au travers de cette amitié entre les enfants et les parents que le lien s'est fait pour que Claude Terrasse poursuive cette carrière musicale, encouragé par le patron de son père, finalement. Je vous amène Eric Tona, diplomatique guerrière. Madame, je ne vous tairai pas que j'aime beaucoup les militaires. Avec cet honneur, merci très doux, messieurs, je suis contente de vous. Oh. À cette époque, les événements et les fêtes conviviales dans les villages étaient très fréquentés par la population. Et c'est certainement là, pendant sa jeunesse, que l'œuvre de Claude Terrasse y trouvera ses inspirations. On a un témoignage tout à fait particulier. Il évoque, lui, la fête des Brandons, qui est quelque chose une fête qui se passe à la Saint-Jean d'été, où l'on défile avec des flambeaux. Et on chante à ce moment-là une ronde particulière. Et cette ronde, il l'a réutilisée dans Pantagruel, qui a été créé à Lyon en 1911, qui est son grand opéra bouffe. Et à la fin du premier acte, vous avez une ronde, justement. Et il a dit lui-même qu'il avait repris ici l'air des Brandons, qui était ce qu'il connaissait depuis son enfance, depuis ces grands défilés nocturnes des fêtes de la Saint-Jean. On connaît assez précisément la manière dont Claude Terrasse commence la musique et une fois de plus, c'est lié à l'Arbrel. En fait, il y a à l'Arbrel deux choses, un orphéon et une fanfare ou un orchestre d'harmonie. Alors l'orphéon sont des chorales au départ masculines qui sont très importantes au XIXe siècle et qui vont jouer un rôle d'éducation populaire. Et on sait que l'orphéon répétait probablement en face de la maison de chez Claude Terrasse, de même que la fanfare. Le lien se fait parce que son père, à lui, sait écrire, lire et compter. Son père va devenir trésorier de l'Orphéon et de la fanfare, et donc les répétitions seront toutes proches, et Claude Terrasse, dès tout petit, va entendre cette musique, chanter les différentes parties qu'il entend, et apprendre le cornet à piston, qui est une sorte de trompette, si vous voulez, et il va devenir et musicien et chanteur. Donc là aussi, ses premières notes musicales auront lieu à l'Arbrel. Il a probablement entre 7 et 9 ans quand il commence la musique et c'est à 13 ans, après le collège, qu'il va partir à Lyon où il va devenir élève du conservatoire et probablement vers 17 ans qu'il va à Paris pour continuer sa formation à l'école Niedermeyer qui forme des organistes et des pianistes, donc des organistes liturgiques et des pianistes qui deviendront professeurs de piano, ce qui est exactement ce que sera sa première carrière. Je disais tout à l'heure que la vie est parfois faite de rencontres qui changent le cours des choses. C'est très vrai pour Claude Terrasse, qui a eu un parcours jalonné de rencontres qui ont structuré sa vie d'artiste, en commençant par son épouse. Puis il rencontre celle qui va devenir son épouse, et qui s'appelle Andrée Bonnard, qui est la sœur du peintre Pierre Bonnard. Parce que Pierre Bonnard fait partie du milieu de la culture d'avant-garde parisienne, et c'est lui qui va lui faire rencontrer les premières personnes qui seront très importantes pour lui, et la plus importante au début, c'est Alfred Jarry. Alfred Jarry est sur le point de donner son Ubu-Roi, qui est créé les 9 et 10 décembre 1896, et Terrasse arrive précisément à Paris vers août 1896, il s'entend immédiatement bien avec Jarry, et les deux décident qu'il y aura une musique de scène pour cet Ubu-Roi, et c'est Claude Terrasse qui l'écrit. Voilà. Et ça, c'est son premier succès de scandale, puisque la pièce connaît une création tumultueuse, c'est l'Hernani, si vous voulez, de la fin du XIXe siècle, et la carrière de Terrasse, en tout cas son nom, est lancée. Ensuite, il faut attendre quelques années, et à partir de 1900, il va avoir des créations d'opérettes, cette fois-ci, et de 1900 à 1914, il est le prince de l'opérette, celui qui va avoir les créations les plus importantes. Alors on a les Travaux d'Hercule, le Cire de Vergy pour les grandes pièces.
On a des petites miniatures en un acte qui sont toujours jouées aussi et qui sont absolument merveilleuses, en particulier avec Franoin, que ce soit La botte secrète, La fiancée du scaphandrier. Donc, je dirais, dans l'opérette, il n'y en a que pour lui à cette époque-là. Les grandes créations de 1900 jusqu'à la guerre sont celles de Claude Terrasse. Parmi les personnages emblématiques évoqués dans ce film, c'est certainement celui de Nizier Anselme Philippe qui est le plus surprenant à présenter. Connu mondialement comme thaumaturge, terme qui désigne dans le domaine religieux le fait de faire des miracles de guérison, Maître Philippe de Lyon, c'est son surnom, a eu une existence entièrement dévouée à la volonté de faire le bien. Doté d'extraordinaires dons de voyance, il condamnait cependant les pratiques de l'ésotérisme. Cet altruisme exceptionnel lui a valu aussi parfois des railleries de ses détracteurs, jusqu'à le faire passer pour un charlatan. Dévoué corps et âme à la parole de Dieu, des faits réels surprenants lui ont été attribués sans que la science n'ait encore jamais pu apporter, à ce jour, d'explications rationnelles. Serge Caillé, historien spécialisé, s'est intéressé à ce personnage unique et a écrit un ouvrage sur Maître Philippe intitulé « Monsieur Philippe, l'ami de Dieu ». Pour moi, Monsieur Philippe est un personnage tout à fait exceptionnel dans l'histoire. Dans l'histoire contemporaine, certes, mais dans l'histoire générale de l'humanité, on pourrait dire ça. Il incarne une forme de la sagesse dans l'histoire, d'une forme de sagesse personnifiée. Et cette sagesse personnifiée, elle parle à certains. Elle a parlé à ses disciples en son temps. Le discours tenu par M. Philippe a profondément bouleversé des hommes et des femmes de son temps. Et il continue profondément à bouleverser des hommes et des femmes de notre temps. Et parmi ces actes, il y a évidemment des guérisons tout à fait extraordinaires que la science de son temps n'a pas expliquées et qu'elle a même condamnées, et que la science de notre temps ne peut pas expliquer. Une biographie conséquente a été éditée sur Maître Philippe. Mais finalement, il existe peu de films. Nous en avons trouvé un réalisé par Bernard Bonamour pour le centenaire de la disparition du guérisseur, intitulé « Maître Philippe de Lyon, le chien du berger ». 10 ans auparavant, Serge Caillé témoignait déjà dans ce film. Nizier Anselme Philippe est né en Savoie en 1849, le 25 avril, à l'époque où la Savoie était encore italienne, dans une très modeste famille paysanne, la famille Philippe, qui habitait donc le hameau des Rubatiers sur la commune de Loisieux. Il est l'aîné de 5 enfants. Ses parents se nomment Joseph et Marie, ce qui est déjà une première singularité dans son existence. Très jeune déjà dans sa commune natale de Noisieux en Savoie, le curé du village et ses instituteurs avaient décelé chez lui des capacités qui intriguaient son entourage. On ne sait pas grand-chose, en fin de compte, de son enfance campagnarde. Si ce n'est qu'il gardait un troupeau de moutons, si ce n'est que dès l'âge de 6 ans, il intriguait le curé du village par certaines de ses manifestations, si ce n'est qu'à l'âge de 13 ans, il avait déjà certains dons, puisqu'il dirigait ses petits collègues, je pense, de l'école, de leurs mots, de leurs petits malaises. Devant ces incroyables manifestations surnaturelles qui se produisaient sous les yeux ébahis des témoins, certains ont souhaité faire consigner les faits extraordinaires pour l'histoire. À partir de 1869, Philippe a 20 ans, nous avons des témoignages tout à fait documentés. Et j'ai ici quelques attestations de guérison qui sont des documents tout à fait intéressants pour une raison simple, c'est qu'ils ont été produits devant notaire. Voilà, c'est celui-ci. Je sous-signais Reynaud, tisseur, déclare que ma femme étant malade depuis 12 ans, elle a consulté un grand nombre de médecins qui m'ont réduite à la misère et ne lui ont donné aucun soulagement. J'ai entendu parler de M. Philippe, Montée du Griffon, numéro 7. Je la lui ai envoyée, le 26 janvier 1869. Il avait donc 19 ans. Et elle s'en trouve très bien, guérie et gratuitement,
En foi de quoi je lui délivre le présent certificat pour servir à la vérité. Lyon, le 18 mars 1869, signé Reynaud. Voilà un témoignage encore tout à fait émouvant. Le jeune maître Philippe suit les cours de la faculté de médecine. Mais là-bas, les faits étonnants et les guérisons inexplicables qui lui sont imputés pousseront ses professeurs à l'expulser de la faculté. Son ami Alfred Hael rapporte à ce sujet. Un jour, il avisa un malade qui pleurait dans son lit parce qu'on devait lui couper la jambe le lendemain. Il lui assura que l'opération ne se ferait pas et lui fit promettre de ne rien dire. Le lendemain, le chirurgien stupéfait constata que le malade était en voie de guérison et il demanda ce qui s'était passé. Le malade répondit « C'est ce petit monsieur brun qui m'a vu ». Il est inutile d'exprimer la fureur des médecins lorsqu'ils surent que l'étudiant Philippe était encore passé par là. Ce n'est pas un magnétiseur ordinaire, il n'utilise pas le magnétisme au sens où Mesmer en a lancé l'idée et le concept. Le magnétisme de M. Philippe, c'est plutôt un magnétisme d'ordre spirituel. Il fait appel à la prière, il fait appel au repentir de ses patients. Il exige que ses patients lui fassent la promesse de ne pas dire, de ne pas médire de leur prochain. Et cette méthode fonctionne puisque les guérisons sont constatées en grand nombre et il ne s'agit pas nécessairement de guérisons que l'on peut expliquer par l'effet placebo, mais il y a des guérisons tout à fait inexplicables par la science moderne. Monsieur Philippe fut perçu comme le père des pauvres pour certains, un prodigieux guérisseur pour d'autres, tandis que la médecine officielle échoua à le comprendre et chercha en vain à le discréditer. Ce jeune guérisseur qui exerce à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, rencontre dans les années 1870 une famille riche et estimée qui habite l'Arbrel. Ce sont les Landard. Il tombe amoureux, vraisemblablement, de la fille, Jeanne-Julie, qu'il épouse en 1877. Dès lors, le couple partage sa vie entre Lyon, où Philippe exerce son activité de guérisseur, et l'Arbrel, où le couple vient se reposer l'été. À l'Arbrel, M. Philippe a ouvert, dans les années 1880, un laboratoire. Cette activité de chimiste, il l'exerce au grand jour et il réalise un certain nombre de médicaments, également des produits capillaires, des produits d'hygiène. Et ces produits, il les élabore notamment dans un laboratoire qu'il a à Lyon, rue du Bœuf, mais également dans ce laboratoire qu'il a aménagé à l'Arbrel. À l'Arbrel, M. Philippe mène une vraie vie sociale. Il est élu conseiller municipal, il exercera même pendant 2 ans la fonction d'adjoint au maire, dans les années 1880. Il exerce également la fonction de capitaine des pompiers. Et d'ailleurs, un rapport de police, qu'on ne peut pas suspecter d'être indulgent à son égard, dit qu'il fait de nombreux dons à sa compagnie. Pendant plus de 20 ans, il a reçu quotidiennement et gratuitement des malades. Il soigne déjà, nous le savons, les ouvriers en soie de la Croix-Rousse, les canuts. Nous savons qu'il s'agit des canuts parce que plus tard, ils témoigneront pour lui lorsqu'il sera attaqué par la médecine officielle. Nous avons donc leurs noms, leurs adresses, Montée de la Grande-Côte, Jardin des Pierres Plantées, etc. Qu'ont-ils? Eh bien, ils disent qu'ils ont un cancer, qu'ils ont de la phtisie, qu'ils ont des états bronchiteux. En réalité, faisons-nous l'avocat du diable, nous ne savons pas ce qu'ils ont. Mais ce que nous savons, c'est que ce sont des abandonnés de la médecine. La faculté, les médecins ont dit ils sont inguérissables, ils vont chez Philippe, chez lui, ils sont guéris. Nombreux sont les femmes et les hommes qui ont été guéris par Maître Philippe de Lyon. Comme nous, ils ont dû se poser la question. Mais quel homme est-il pour rendre la vue à l'aveugle, le mouvement au paralysé, la santé aux membres gangrénés, et cela instantanément, comme si tout lui obéissait.
Il se trouve un jour à Gorge-de-Loup vers Vèze actuellement. C'est la campagne à l'époque, et il se trouve dans une famille désespérée qui vient de perdre un petit bonhomme, un petit garçon de 7 ans. 2 médecins sont là, qui signent le permis d'inhumer et qui constatent la mort clinique. Or, Philippe s'avance vers le petit lit où repose le petit cadavre. Puis, ses yeux noisettes devenant bleus, d'une voix de stenteur, lève-toi et marche. Je ne tente pas de dire que Philippe ressuscite un mort. Il ne va pas contre les lois de Dieu. Mais 2 médecins étaient là, qui ont fait des études, et qui ne sont pas capables de déceler ce qu'on appelle aujourd'hui la demi-mort, qui n'est qu'une mort clinique. Lui a su que l'enfant était vivant, il l'a réveillé de sa léthargie. Et il va continuer de soigner, ne demandant jamais un sou à ceux qu'il soigne. Il entretenait des relations privilégiées aussi bien avec certains souverains et monarques d'Europe comme le tsar de Russie qu'avec des pauvres gens. À sa mort, son entourage s'aperçut que M. Philippe payait le loyer de plus de 50 démunis. Mais cet extraordinaire altruisme qui avait fait sa notoriété lui valut aussi des ennuis avec le gouvernement de l'époque qui le soupçonnait d'espionnage. Cette influence, ces contacts que Philippe a eus avec la cour de Russie, non seulement avec Nicolas II et Alexandra, mais même plus encore avec un certain nombre de grands-ducs et de grandes duchesses de Russie, ces contacts ont beaucoup inquiété le gouvernement français. La surveillance policière, à la fois par la police française et par la police russe, et la campagne de presse tout à fait diffamante, ont profondément entamé le moral de Philippe. Il faut comprendre qu'il était surveillé au quotidien, que son courrier était ouvert, que ses télégrammes étaient lus. Bref, il ne pouvait pas faire un pas sans avoir derrière lui un policier français et un policier de la police secrète russe, c'est-à-dire de l'Okhrana. Voilà, ça c'est le commissaire de police de l'époque qui écrit au préfet et qui lui dit qu'il a l'honneur de lui transmettre la copie de 2 nouveaux télégrammes expédiés donc d'Alsace au docteur Lalande, le gendre de M. Philippe. Alors voilà une note de police. Philippe, accompagné de Madame Lalande, c'est-à-dire de sa fille, et de 2 dames inconnues, est arrivé hier soir à 1h30. Il a donné sa séance à laquelle assistaient environ 150 personnes. On a là des témoignages très précieux, parce que ces témoignages de la police, évidemment, confirment ce que nous savons par ailleurs de ses disciples. 150 personnes, c'est énorme, hein. Environ 150 personnes, parmi lesquelles un capitaine long cours venant de Bordeaux pour se faire piquer. Philippe est reparti vers 3h, il s'est rendu au numéro 33 de la rue de l'Hôtel de Ville. On voit à quel point il est filé. Dès la fin de l'année 1904, il se réfugie véritablement à l'Arbrel et il ne met pratiquement plus les pieds à Lyon. Et d'autant plus qu'il va perdre sa fille Victoire, qu'il adore, qui est un peu la fée inspiratrice du sage. Il va la perdre, elle va mourir brusquement, et il le dira lui-même, cette mort m'a crucifié vivant. Cette mort, et ceux qui l'ont dit d'ailleurs, le rapproche de nous, car tout en étant un sage, un très grand maître, il est capable de souffrir comme tout être humain. Il ne peut plus bouger, il ne peut plus, pratiquement pas tout au moins, et il ne peut pas dormir dans son lit. Il est obligé de dormir dans un fauteuil, assis, durant des nuits et des nuits. Tous ses élèves, les Papus, les Lalande, les Sédir, tous les autres viennent le voir. Maître, que pouvons-nous faire pour vous aider? Et lui de leur répondre simplement, aimez-vous les uns les autres? Il s'éteignit au Clos Landard à l'Arbrel, dans cette maison, le 2 août 1905, à l'âge de 56 ans. Il a été inhumé à Lyon, devant une foule considérable, et depuis 1905, date de sa mort, août 1905, sa tombe est constamment fleurie, et aujourd'hui encore, ses admirateurs, ses disciples reconnaissants se réunissent sur sa tombe une fois par an à Lyon.
L'ingéniosité humaine n'a pas de limite. À croire que l'invention, c'est comme l'oxygène, indispensable au cerveau humain. Dans cette maison, au 15 de la rue Centrale, rebaptisée rue Charles de Gaulle, naquit ici Barthélemy Timonier. Un inventeur qui fut à l'origine d'une véritable révolution, une révolution pacifique qui a complètement bouleversé l'univers de la couture. Alors Barthélemy Timonier est donc l'inventeur français de la machine à coudre. Il est né à l'Arbrelle en 1793. Et à l'âge de 2 ans, il vient habiter à Amplepuis avec ses parents. Il va faire des études au petit séminaire de Saint-Jean à Lyon. Et il s'aperçoit qu'il n'a pas du tout la vocation. Donc du coup, il arrête assez rapidement ses études pour devenir tailleur. Quand il habitera la région de Saint-Étienne, le soir, après sa journée de travail, il se penche sur l'idée de mécaniser la couture. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui est passionné par la mécanique. C'est des études qu'il ne pourra pas suivre étant donné le coût. Et petit à petit, en exerçant ce métier, il cherche à améliorer ses conditions de travail en se posant la question comment accélérer et rendre plus efficace ce travail de tailleur. Timonier cherche un moyen de coudre plus rapidement et qui soit moins fatigant. Il avait remarqué le point de chaînette qu'utilisaient les ouvrières des Monts du Lyonnais pour broder au crochet et la rapidité avec laquelle elles pouvaient former les points de manière presque mécanique. À force d'essais et de tâtonnements, Timonier achève de fabriquer sa couseuse en 1829. C'est un modeste appareil en bois qui permet pour la première fois de réaliser mécaniquement un point de chaînette avec une aiguille et un fil. Ses recherches ont abouti à un brevet en 1830 qu'il a déposé avec un de ses associés qui a fait les plans techniques. Et puis il va essayer de tirer parti de cette invention en créant à Paris un atelier de confection donc qui se compose de 81 métiers à coudre. Son premier client, c'est l'armée. L'armée qui a besoin de pantalons rouges pour équiper les soldats. Ces métiers cousent 6 fois plus vite qu'un tailleur à la main. Du coup, les ouvriers tailleurs de Paris se sentent très menacés par l'installation d'un tel atelier. L'atelier est mis à sac, sans doute par des ouvriers tailleurs, en janvier 1831. À partir de 1831, en fait, il n'y a plus de traces de cet atelier. Barthélemy Timonier repart à Amplepuis face à cet échec. Il ne va pas réessayer en fait, de réimplanter un atelier. Il rentre chez lui, donc à Amplepuis. Il va essayer de développer son métier à coudre, de l'améliorer. Il redéposera 2 brevets en 1845 et en 1848. Et du coup, il travaille comme mécanicien, moins comme tailleur, plus comme mécanicien. Et il s'essaye à beaucoup de choses, mais sans vraiment aboutir à quoi que ce soit. Barthélemy Timonier accumule les malchances. Ses inventions ne se vendent pas. Pire, lors de l'exposition universelle de Londres en 1851, ses machines arrivent après l'examen du jury. Mais 2 Américains ont compris la puissance de cette invention, Elias Howe et Isaac Merritt Singer, qui s'approprient l'idée, et ce dernier deviendra plus tard le leader mondial de la machine à coudre. Ce qui semblait être une révolution pour l'industrie tourna vite au cauchemar humain. Épuisé par 30 ans de travail et de lutte, il termina sa vie comme tailleur d'habits dans la misère. Il s'éteignit à Amplepuis en ignorant le fabuleux essor qu'allait connaître sa machine à coudre. Il va mourir dans la misère et sa femme est obligée de revendre ses outils pour pouvoir payer ses dettes. Parler de la vie de Barthélemy Timonier, c'est retracer celle de nombreux inventeurs dont les découvertes ne valent que déception, critiques et railleries. Parler de Barthélemy Timonier, c'est aussi lui rendre hommage et faire en sorte qu'il ne soit pas oublié. C'est dans cet esprit que la municipalité de l'Arbrelle a fait dresser devant l'esplanade de la mairie cette statue en souvenir de celui qui, obsédé par son métier à coudre, a quitté son monde, avec sans doute un seul regret, celui de ne pas avoir pu parachever son œuvre.
Comment un avoué arbrelois, âgé de 40 ans, qui décide de se lancer dans les affaires, deviendra en quelques décennies l'une des plus grosses fortunes françaises. C'est sous l'investiture du maire de l'Arbrel de l'époque, Joseph Charvet, que s'est déroulé un événement heureux qui a permis à la commune de bénéficier d'un cadeau providentiel. En remerciement, la commune de l'époque a fait ériger cette stèle de Pierre-Marie Durand en lui attribuant aussi le nom de sa place où siège la mairie. Sur la place Pierre-Marie Durand, on peut voir le buste de cet homme qui rit encore du pied de nez qu'il a fait au destin de sa succession. C'est cette histoire que va nous raconter Pierre Pignard, contemporain de cette époque, qui a vécu aux côtés de Joseph Charvet cette tranche de vie de Pierre-Marie Durand. Je suis malheureusement un des derniers représentants de l'époque. En 1953, j'avais 30 ans. J'ai vécu toute cette période et j'ai entendu beaucoup de choses. Catherine Villermot, maître de conférence à l'université de Franche-Comté, a écrit un livre sur Pierre-Marie Durand. Ensemble, ils vont nous faire partager le portrait de cet homme. Il a fait beaucoup de choses. Il a participé à l'électrification de la France, donc dans la première moitié du XXe siècle, et il a constitué aussi accessoirement une grande fortune. C'était un des patrons les plus riches de la période. Il a été à l'origine des entreprises qui fabriquaient et qui vendaient de l'électricité. Il est originaire, donc, la famille est originaire de Bully, donc né en 1861 à l'Arbrel. Ce Pierre-Marie Durand, il fait des études comme son père, donc ce qui nous indique qu'on a affaire à une famille de la bonne bourgeoisie, puisqu'on est dans les années 1870. Et d'ailleurs, son père est décédé en 1871, donc c'est un orphelin, ce qui est assez fréquent dans la période, donc il a 10 ans. Ça n'empêche pas d'aller faire des études, et il va faire des études à Lyon, comme son père, une licence de droit. Donc il est censé exercer le même genre d'activité que son père, ce qui est effectivement le cas, puisqu'il va s'installer, lui, non pas comme huissier, mais comme avoué. Il épouse une jeune femme originaire de Roanne, et puis il a 2 enfants, donc en 1897, un garçon, et puis une fille en 1898. Donc là, on a l'impression que c'est une succession de générations, gentiment, qu'il va faire comme son père. Eh bien, pas du tout. Même si à l'âge de 40 ans, à l'époque, dans les familles bourgeoises, on vivait de ses rentes, Pierre-Marie Durand prend une orientation tout autre. Il va vraiment mener une vie tout à fait moderne. Donc il ne respecte plus du tout la tradition de son père, son héritage. Il va faire des affaires. Donc il se dit que ça coûte cher d'avoir des entreprises, de monter un réseau, puisqu'il faut installer un réseau dans les communes, il faut obtenir une concession de la part de la municipalité, donc tout ça, ça prend du temps, et pendant ce temps-là, on ne gagne pas d'argent. Donc lui, son idée, c'est de profiter de ce qui est déjà installé, et donc en ce sens-là, c'est un homme d'affaires très contemporain, très moderne, il rachète des entreprises, et c'est ce qu'il va faire pendant 40 ans. Sauf qu'il sait quand même racheter les bonnes entreprises, et c'est ça sa particularité. Il s'est donc trouvé ensuite à la tête d'une fortune importante. Il est arrivé propriétaire de l'énergie industrielle. C'est une grosse entreprise d'électricité privée. Oui, il crée un véritable empire dès les années 20. Il s'installe vraiment partout, dans toutes les régions de France, en Bretagne, dans le sud-ouest, en Franche-Comté, toute la région lyonnaise et toute la Savoie. Il rachète l'usine qui était installée à l'Arbrel dans les années 20. Il y avait une usine à gaz, puis aussi une usine d'électricité en 1930. Donc il veut s'installer absolument partout, pas construire, mais racheter pour gérer les choses, pour réorganiser, restructurer. Donc ce qui est tout à fait la définition de l'homme d'affaires et pas de l'industriel. Son empire est immense. En 1946, c'est vraiment un homme très puissant. C'est un patron détesté dans l'entre-deux-guerres. Tout le monde le déteste pour des raisons différentes. La CGT le déteste parce qu'il a constitué ce qu'on appelle à l'époque un trust, donc un monopole sur l'électricité.
L'État, il a quelques difficultés avec l'État de temps en temps. Et puis, c'est l'époque, dans les années 30, où on parle des 200 familles, des grands patrons qui sont censés avoir mis la main sur la France et se partager la France comme sous la féodalité au Moyen-Âge. Donc, il est très, très mal perçu. Il y a des tas de représentations de lui, et même les banquiers. Les banquiers, en particulier le Crédit Lyonnais, donc, qui fait des enquêtes, trouvent que c'est un aventurier, qu'il a une gestion financière qui ne se fait pas parce qu'il fait des coûts financiers, qu'il a trop d'emprunts, donc il a beaucoup de difficultés avec les banques. Il a une gestion très contemporaine, très actuelle, mais à l'époque, ça surprend ses banquiers. Et le Crédit Lyonnais refuse de lui prêter de l'argent. Et donc Pierre-Marie Durand va chercher de l'argent au Canada. Il avait donc plusieurs sociétés. Donc il avait cette société de base qui s'appelle l'Énergie Industrielle, qu'il a fondée en 1906 à Lyon. Et cette société, elle a absorbé des autres entreprises. Elle en a absorbé 61. Donc là aussi, c'est des stratégies très contemporaines. Il est à la tête d'un groupe de sociétés, d'où le terme de groupe Durand qui est utilisé dans les années 40 pour le désigner. Et donc c'est en tant que groupe Durand qu'il est nationalisé avec d'autres groupes. À l'époque, il y en avait 5 ou 6 en France seulement. En 1945, l'entreprise de Pierre-Marie Durand a été réquisitionnée, nationalisée par le gouvernement de l'époque. Le général de Gaulle, effectivement, nationalise l'électricité et le gaz, et donc le groupe Durand est l'élément essentiel de cette électricité de France. À l'époque, donc, c'est la blague qui court, qui dit que électricité de France, EDF, signifie électricité du Faubourg, Faubourg Saint-Honoré, donc qui est le siège de la compagnie Durand. Mais Pierre-Marie Durand ne pardonna jamais au gouvernement du général de Gaulle d'avoir, en 1945, nationalisé l'ensemble de ces sociétés de production et de distribution d'électricité pour en faire l'EDF. Et en ce qui concerne par exemple le personnel, c'est le statut du groupe Durand qui est repris pour les agents d'EDF. S'intéressait beaucoup à l'Arbrel, à sa commune de naissance. Il subventionnait les associations. Et quand Joseph Charvet a été maire, Joseph Charvet avait déjà des relations très importantes avec les milieux économiques, financiers, de par ses professions. Et il allait souvent à Paris. Et, par connaissance, il tenait à rendre visite à Pierre-Marie Durand, qui s'intéressait toujours à l'Arbrel. Joseph Charvet a écrit sur cet homme, car de son vivant, ils ont été en contact régulièrement. Je cite : « Je ne pouvais oublier une telle personnalité. J'avais dès le premier abord été frappé par la prestance de cet homme de 80 ans. Grand, svelte, droit comme un i, cheveux blancs argentés, lunettes cerclées d'or, figure fine à peine marquée par l'âge, le regard droit, intelligent, un brin matois peut-être, pénétrant et avisé sûrement. Son intelligence est vive, son esprit précis, clair, conversation brève mais cordiale, pas de mots inutiles. Outre son travail, il était doué d'une volonté inflexible, d'une intelligence très ouverte aux affaires, doublée d'un flair sans faille. » Et au fil du temps, ils ont noué amitié. Joseph Charvet le visitait jusqu'à sa mort, jusqu'à son décès, en 1951. Sur la fin de sa vie, des tensions apparaissent au sein du clan familial. Et Pierre-Marie Durand, qui a toujours conservé des liens étroits avec la commune de l'Arbrel et son maire Joseph Charvet, prend alors une décision hors du commun. Oui, sur la fin de sa vie, il fait un énorme cadeau à l'Arbrel. Il donne 250 millions à sa ville d'origine, ce qui à l'époque est vraiment extraordinaire pour la municipalité qui n'y croit pas dans un premier temps et qui a un budget, pour comparer, de 23 millions. Donc ça représente 10 fois le budget de la ville. À sa mort, en 1951, les notaires parisiens de Pierre-Marie Durand ont informé la commune de l'Arbrel que Pierre-Marie Durand avait rédigé dans son testament un paragraphe où il faisait don à la commune de l'Arbrel de 125 millions pour la commune et 125 millions pour l'hôpital de l'Arbrel. Mais les héritiers de Pierre-Marie Durand
on fait opposition, à l'époque, on fait opposition au testament. Ça veut dire que le testament contesté est resté 2 ans au Conseil d'État et finalement, en 1953, au bout de 2 ans, le Premier ministre de l'époque, c'était Daniel, il a signé le décret autorisant le legs. Stupéfaction générale, bien sûr. Quand il avait des difficultés avec ses héritiers, à chaque fois, il disait à son homme d'affaires, vous rajoutez 10 millions à la commune de l'Arbrel. Donc je ne sais pas s'il s'est fâché 25 fois, mais il a donné donc 250 millions quand il est décédé en 1951. Ces 2 legs ont fait au total les 250 millions qui ont été versés après 1953, après la signature du Premier ministre qui a autorisé le legs. Cet argent est venu par tranche et nous a permis de faire beaucoup de travaux. Bien sûr, ça a marqué tous les gens de l'époque, tous les élus de l'époque et la population. C'était énorme, énorme pour l'époque. Ça représentait 5 fois, 125 millions, ça représentait 5 fois le budget de la commune. Imaginez l'époque. Et autant pour l'hôpital, qui a permis de reconstruire l'hôpital à neuf à l'époque. C'est derrière la mairie, au début de l'avenue André-Lassagne, que l'on peut voir cette stèle qui lui est dédiée. Un établissement scolaire à l'Arbrel porte aussi son nom. Mais qui était André Lassagne ? André Lassagne est ce héros de la Résistance dont le combat pour la liberté s'est inscrit aux côtés de son chef et ami Jean Moulin, celui-là même qui a dirigé la Résistance sous les ordres directs du général de Gaulle. André Lassagne avait 4 enfants. Patrice et Praline Lassagne ont accepté de nous parler de leur papa. Mon père est né à Lyon le 23 avril 1911 et malheureusement il a été très tôt, à 2 ans, orphelin puisqu'il a perdu son père et puis il a passé sa jeunesse, une jeunesse très studieuse. Gisèle Femme, historienne de la Résistance et chargée de mission à la ville de Caluire, connaît bien l'œuvre et la vie de cet homme. Heureusement, c'était un garçon intelligent, qui réussit bien en classe, qui obtient une bourse et il s'oriente vers l'étude de l'italien. Alors, il envisage d'être professeur et il réussit très bien. Il obtient son accession donc, au poste de professeur. Il est nommé au lycée Chateaubriand à Rome, avant la guerre, puis il part faire son service militaire, où de sa personnalité se dégage déjà cette influence patriotique, puisqu'il a une croix de guerre aussi déjà, et puis ensuite, eh bien, il rentre, malheureusement il rentre à Lyon, et il continue, il décide de préparer l'agrégation, et ensuite, peu à peu, il est nommé professeur au lycée du Parc même. Les résultats sont là, et bien vite André grimpe dans l'échelle sociale. Ses convictions et sa détermination vont très vite l'emmener vers un chemin et une destinée hors du commun. Par ses convictions et puis ses idées, il est rentré en résistance. Il a commencé à créer lui-même un petit groupe de dissidents. Ils ont fait des caches militaires, caches de munitions, caches d'armes, filières d'évasion vers l'Espagne. Donc peu à peu, il a gravité dans ces petites actions militaires et il a rejoint le groupe de libération. Et là,
tout en continuant des actions de type militaire. Il a voulu faire de l'information, qui était capitale aussi pour agréger de nouveaux résistants. Eh bien, il a participé au premier numéro de Libération en juillet 1941. Il a très vite pris contact avec les réseaux et puis le général de Gaulle. Et d'ailleurs, il a entendu l'appel de Gaulle, il ne faut pas oublier, le 18 juin, il a entendu cet appel et il était humilié de cet armistice. Et très vite, il faut faire quelque chose. En novembre 1942, des Français filment, au péril de leur vie, l'arrivée des troupes allemandes dans leur ville. Nous sommes à Lyon. Cette ville se trouve être devenue le cœur de la résistance, mais personne encore ne le sait vraiment. Le 11 novembre 1942, Klaus Barbie prend ses fonctions à Lyon. Il devient le chef de la Gestapo. Ses cibles, les Juifs et les résistants. Lyon occupée est le foyer de la résistance. Elle y a jeté ses bases, développé ses réseaux, mais personne ne le sait vraiment. Les états de service de Klaus Barbie se résument en une phrase, c'est un chasseur. Dès lors, Klaus Barbie et l'état-major de l'armée secrète, dont fait partie André Lassagne, vont se livrer dans l'ombre et à distance un combat qui restera dans l'histoire. Il travaille beaucoup au départ pour l'armée secrète, en étroite collaboration avec le général de Lestrin. Le 9 juin 1943, le général de Lestrin, chef actuel de l'armée secrète, est arrêté par la Gestapo à Paris. Jean Moulin demande alors à André Lassagne d'organiser de toute urgence une réunion de l'état-major de l'armée secrète. Il a organisé donc la réunion du 21 juin 1943 à Caluire qui faisait suite à l'arrestation du général de Lestrin, donc réunion qui s'est organisée de manière un petit peu rapide dans la maison du docteur Dougoujon qui était un ami de papa. Et depuis des mois, André Lassagne, que je voyais 2 ou 3 fois par semaine d'ailleurs, il était célibataire moi aussi, par conséquent nous ne nous gênions pas vis-à-vis l'un de l'autre. Il m'avait dit, dis donc, cette maison, elle est bien placée, il n'y a pas de vis-à-vis, et si on pouvait tenir des réunions là, mais ce ne serait pas souvent, ce serait très, très important. Et puis on la ferait pendant la réunion, on la ferait pendant ton cabinet pour ne pas attirer l'attention des voisins. Malheureusement, cette maison, c'était une souricière, hein, donc quand Barbie est arrivé, il a bloqué la place Castellane. La seule sortie possible, c'était par cette place. Police allemande! Vous tenez ici une réunion secrète interdite. Barbie a pris papa pour le fameux Max pendant un peu plus de 2 jours, donc lui a fait subir des traitements assez épouvantables. Où est Max? Anstellen. Où est Max? Los, schnell! Ensuite, ils ont tous été emmenés puis dirigés sur Fresnes, où notre père est resté pendant 8 mois avant de commencer le parcours des camps de concentration. Il a fait 5 camps ou prisons, hein, et des camps terribles. Struthof, bien sûr, mais aussi des prisons. Et puis, vous avez le camp de Grossrosen et le camp de Flossenburg. Il a terminé à Flossenburg. Flossenburg était un des pires camps, puisque de tous les Français qui sont partis, il en est revenu très peu de rescapés sortant de Flossenburg. Et puis, avant d'arriver dans ces camps, il a fait des trajets. En janvier 1945, sur un wagon libre, hein, sur un wagon en plein vent glacé, etc., ils étaient transportés de prison en prison et de camp en camp. Et là, il a pris des problèmes, il a pris une maladie pulmonaire, c'est cette maladie pulmonaire qui va l'emmener. Il a été délivré le 23 avril 1945. Il y est resté 15 jours de plus pour enterrer tous ses compagnons qui étaient là-bas.
Ensuite, il est arrivé en France, revenu en France, avec des difficultés pour se faire reconnaître, puisqu'il s'était sauvé d'un précédent camp en se faisant passer pour un de ses compagnons italiens qui était agonisant. Il a donc pris sa place à l'infirmerie, et comme il parlait parfaitement l'italien, il a déliré en italien, ce qui fait que les Allemands l'ont pris pour cet Italien. Il a même été mis dans la charrette avec les cadavres, où il est resté pendant une nuit et une journée. Et il disait toujours, c'est la seule anecdote qu'il a racontée à notre mère, et il disait toujours que les cadavres, c'était vraiment très 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 lourd. Après sa déportation, André Lassagne est diminué physiquement. Mais sa volonté d'aider la France est toujours intacte. Il n'avait plus qu'un demi-poumon, donc il a été obligé de faire 2 ans de sanatorium à Hauteville. Puis, après ces 2 années de sanatorium, le général de Gaulle lui a demandé de le rejoindre dans la vie politique, au RPF à l'époque. Et c'est là qu'il est entré en politique. Il se présente comme candidat à la mairie de Lyon et il est élu. Il a préféré laisser sa place à Édouard Herriot, en disant qu'il était jeune, qu'il avait la vie devant lui et que Édouard Herriot était un monsieur d'un âge et qu'il convenait de lui céder la place comme maire. Ensuite, il était premier vice-président du Conseil général et il a été élu sénateur. Sénateur en 1948. C'était un patriote, c'était un homme qui avait un idéal. C'est à Fresnes qu'on peut le décrire. Alors à Fresnes, il n'a qu'une volonté, André Lassagne, c'est sauver son ami le docteur Dugoujon, faire libérer le docteur Dugoujon et faire libérer Lacaze, qui était son ancien professeur. Un altruisme total, jusqu'à se sacrifier. On aimerait tant avoir beaucoup d'hommes politiques comme André Lassagne. Malheureusement, il est mort très tôt, en 1953, dans les bras du docteur Dugoujon et de sa femme. Il avait épousé Jacqueline Lassagne, dont il a eu 4 enfants, et la dernière fille est née après son décès. Mais il est mort avec son ami Dugoujon, puis avec sa femme. Un an après le décès d'André Lassagne, âgé de 43 ans, son ami Édouard Herriot fera débaptiser le quai Saint-Clair en quai André Lassagne, en souvenir de son compagnon politique. Il était très ami avec Joseph Charvet depuis très longtemps, bien avant qu'il soit maire de l'Arbrel d'ailleurs. Et quand il était jeune, il jouait aux billes avec Monsieur Ferrière, l'ancien horticulteur. Et puis, il l'a revu après la guerre. Ils se sont vus très souvent à l'Arbrel. Et puis, Joseph Charvet, le jour de son enterrement, lui a rendu un hommage particulièrement émouvant aussi. Et nous avons gardé son témoignage. Le général de Gaulle a fait un télégramme personnel qu'il a envoyé pour le jour de son enterrement. Et après, ça a été complété par une lettre vraiment fantastique que ma mère a gardée et conservée précieusement dans les archives familiales. Il était très lié à l'Arbrel puisqu'il était très attaché à la famille. Il n'avait plus de famille à part sa mère et une tante. La tante Roche qui habitait l'Arbrel et qu'il visitait régulièrement. Il faisait le trajet Lyon-l'Arbrel en vélo le dimanche pour aller la voir. C'était pour lui un devoir familial. Donc il a ainsi noué des liens particuliers avec l'Arbrel et avec certains habitants de l'Arbrel. Il aimait bien la région? Il aimait beaucoup la région, je crois. Et c'est très bien qu'il ait pu être enterré dans le vieux cimetière de l'Arbrel.
Thank you.